Bienvenue à ce tranchant live particulier sur la captologie entre sciences et armes de l'économie de l'attention, en partenariat avec le Festival de géopolitique de Grenoble. Et je tiens à remercier d'emblée deux personnes du festival qui ont permis cette émission, qui sont Isabelle Soré et Thibaut Renard. Merci beaucoup à eux. Donc d'abord, je lis mon petit éditorial de 3 minutes et après, je passerai la parole à nos deux invités qui sont les vrais experts de la question de ce soir. Bienvenue dans notre émission diffusée sur Internet. Vous, comme nous, flânons librement sur les réseaux. Nous cliquons selon notre bon vouloir, nous partageons en toute liberté les contenus que nous consultons. Il n'existe aucun moyen de nous forcer à consommer tel contenu plutôt que tel autre. Nous ne supporterions pas de nous plier à des obligations. Nous ne sommes pas totalement dupes, bien sûr. Parfois, c'est avec regret que l'on se crée un profil Facebook ou Twitter juste parce que ces plateformes ont réussi à concentrer le flux des activités. Nous souhaitons ne pas être écartés. Mais en dehors de ces accommodements plus ou moins pressants, nous jouissons du sentiment enivrant d'être totalement indépendants dans nos usages et dans notre navigation. Et Spinoza, fin connaisseur de l'Internet, pourrait nous mettre en garde. Je cite, « Les hommes se croient libres pour cette seule cause qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par où ils sont déterminés. » Ce que notre ami Baruch entend par là, c'est que derrière l'illusion de la liberté que nous aimons entretenir, et sans tomber dans la caricature du mouton décérébré ou du crédule absolu, l'humain est un animal qui règle son comportement en intégrant de grandes quantités de données présentes dans son environnement, bien souvent sans en avoir conscience. Il existe aujourd'hui, dans les sciences cognitives, des recherches consacrées à comprendre la genèse de nos comportements et le poids des influences qui s'exercent sur nous. Mais il n'y a pas que la science qui y travaille, et ces travaux ne fabriquent pas seulement des connaissances librement disponibles à l'édification d'un savoir universel. On produit aussi des méthodes qui permettent d'exploiter plus efficacement le cerveau humain. Le paysage social est aujourd'hui saturé de publicité. Nous n'avons plus assez d'yeux et d'oreilles pour recevoir les réclames qui financent la plupart des programmes que nous regardons. Nous sommes depuis longtemps dans un monde façonné par l'économie de l'attention, et on ne peut pas évoquer cela sans citer la célèbre phrase de Patrick Lelay, comme ça ce sera fait, président de TF1 en 2004, « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. » Rendre un cerveau humain disponible à une utilisation par une tierce personne, souvent une entreprise, c'est l'une des manières de définir la captologie, la discipline qui s'intéresse à la captation de notre attention. Alors, quelle est l'étendue de cet usage? Peut-on imaginer un monde qui s'en débarrasserait? Est-il possible de s'affranchir individuellement de ces influences? Peut-on en faire un usage éthique? Sommes-nous condamnés à être de plus en plus téléguidés par les techniques de manipulation des foules? Bon. Bref, que faire de la captologie? Je vais le demander à nos deux invités, qui sont Albert Moukébert, chercheur en neurosciences cognitives et fondateur du collectif CASMA, il pourra nous en dire quelques mots, et Bruno Patino, doyen de l'école de journalisme de Sciences Po et directeur éditorial d'Arte France. Alors, je me tourne vers mes invités, s'ils allument leur micro et si on peut les entendre. D'abord pour qu'ils se présentent, si j'ai raté quelque chose, une info pertinente, et puis pour leur demander quel est leur rapport, eux, à la question de la captologie. Pourquoi est-ce qu'ils sont là avec nous et quel sens ce mot a pour eux? Qui commence? Albert, ton micro n'est pas allumé. Donc, on va commencer Oui, par... je laissais juste Bruno commencer. Bruno. Bonjour à tous, bonjour Albert, bonjour Thomas, merci beaucoup. Je vais dire quelques mots alors pour essayer de répondre à votre question, juste pour dire, peut-être pour préciser qu'évidemment, moi, je m'intéresse à ce que vous appelez captologie, j'y reviendrai en tant qu'homme de médias, qui cherche donc à attirer l'attention des gens, en tout cas, pas moi personnellement, mais les médias pour lesquels je travaille, et vous dire que j'ai essayé effectivement d'aborder la question dans un livre qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge » et qui est sorti, ça fait 1 an déjà, et qui traite de ce sujet. Juste pour dire d'où je parle. Rapidement, pour revenir à ce que vous dites, effectivement, peut-être distinguer 3 choses. D'abord, effectivement, l'apparition de la publicité et de ce qu'on a appelé la fabrique du consentement, c'est-à-dire des méthodes visant à nous faire consommer, nous faire acheter certains produits, même quand on n'en ressent pas vraiment le besoin. Et ces méthodes se sont accélérées de plus en plus avec le temps et à mesure que la croissance économique, si vous voulez, nous faisait produire un certain nombre de produits qu'il fallait écouler. J'y rajoute un autre élément qui est l'apparition des médias et notamment des médias financés par la publicité et notamment des médias audiovisuels qui effectivement ont essayé se financer avec la publicité et donc finalement avaient ce double objectif de capter le plus longtemps possible
l'attention des gens auxquels ils s'adressaient. Donc, à la fois les faire choisir, eux, aux dépens d'autres médias, et en même temps, d'arriver à conquérir du temps sur notre temps de vie. L'économie de l'attention, telle qu'on l'a appelée, à ma connaissance, la première fois que le mot a été utilisé, c'était en 1969, hein, et c'était une analyse, effectivement, sur l'ensemble des médias audiovisuels qui se finançaient grâce à la publicité et qui cherchaient, entre guillemets, à augmenter leur audience, histoire de valoriser de plus en plus le spot de publicité qu'ils avaient sur leur antenne. Et donc, l'ensemble du secteur était financé en dehors du service public comme cela. De mon point de vue, il y a une troisième étape qui s'est ajoutée à celle-ci, qui est celle de la captologie, effectivement, avec l'arrivée des médias numériques. Qu'est-ce qu'on appelle captologie? J'imagine qu'Albert aura une définition. Moi, j'utilise le mot comme le mariage des neurosciences, ou plutôt de ce qu'on connaît des neurosciences d'une part, hein, et des sciences informatiques, des computer science de l'autre. Je décris dans mon livre un laboratoire qui est un parmi d'autres, hein, parmi des centaines d'autres, hein, qui est celui dirigé par B.J. Fogg à Stanford University, donc le cœur de la Silicon Valley, là où vraiment se construit l'ensemble du projet numérique. Et B.J. Fogg explique très bien, d'ailleurs, si vous allez sur son site, on le trouve très très vite via Google, vous verrez très très vite qu'il il définit extrêmement son laboratoire comme maniant les connaissances qu'on a en neurosciences, les arts du design, de l'interface et des outils numériques, afin de capter le plus possible notre attention, c'est-à-dire en fait afin de nous faire répondre aux stimuli numériques, aux signaux numériques, y compris quand on n'en ressent pas le besoin. Et ce, encore une fois, afin de nous les faire consommer le plus longtemps possible. Et je terminerai pour laisser la place à Albert que, de mon point de vue, la captologie n'est pas un projet en tant que tel. Je veux dire, ce n'est pas un complot mondial visant à nous décérébrer, c'est juste un instrument d'un modèle économique qui est tout à fait précis, c'est-à-dire un modèle économique qui se fonde sur la captation du maximum d'attention de notre part et, si possible, la capacité, on va dire, à influencer notre comportement et en particulier notre comportement, évidemment, en tant que consommateur, puisque la publicité vise, in fine, à nous faire acheter. Et donc, on est dans cette troisième étape, si vous voulez, de la fabrique de l'économie de l'attention, la captologie, qui manie sciences informatiques avec neurosciences. D'accord. Alors Albert, donc, ton parcours est un peu différent. Toi, c'est la recherche en neurosciences, plus. Et donc, captologie, est-ce que c'est un mot qui est utilisé dans ta discipline? Alors, il n'est pas vraiment utilisé comme tel, mais c'est proche de ce que disait Bruno. Donc, je suis chercheur en neurosciences, je suis aussi psychologue. À la base, moi, je me suis intéressé à l'attention. Comment est-ce qu'on prête attention au monde et comment est-ce qu'on fait sens du monde. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'opérations qu'on doit faire pour pouvoir, ne serait-ce que vous reconnaître à l'écran ou faire des choses. Et à la base, je m'intéressais à ça, à ces dysfonctionnements dans des troubles psychologiques. Je travaille en grande partie sur l'anxiété et les modulations de notre attention par le stress, puis plus sur la population générale. Et j'ai collaboré sur des cours pour l'ENSI, l'École nationale du design, avec des designers sur comment faire un rétro-design de l'attention, c'est-à-dire comment est-ce que l'attention, nos connaissances en psychologie et en neurosciences peuvent nourrir d'autres formes de design. Parce que justement, la captologie, donc, comme disait Bruno, qui a été un peu, quelque part, le mot a été créé par B.J. Fogg, était dans un but de persuasion, c'est-à-dire comment est-ce que la technologie peut devenir un outil d'influence et de persuasion des individus. Qui a séparé de ce que aussi, parce que Fogg il a fait beaucoup de choses sur ce domaine, du behavior design, du design des comportements. On était vraiment dans le design de la persuasion à travers les outils technologiques. Comment est-ce que je peux persuader les gens de faire des choses en utilisant la technologie? Le labo de captologie de Stanford, c'est vraiment eux qui ont commencé le domaine, c'est eux qui ont tout lancé et qui existent encore et ils sont très très actifs. C'est vrai que moi je me suis intéressé derrière sur comment est-ce qu'on peut, avec nos connaissances en neurosciences sur les limites de l'attention, parce que c'est une denrée rare, comme on parle de l'économie de l'attention et ces choses comme ça. Comment est-ce qu'on pourrait faire, au lieu de vouloir, par exemple, faire du design pour persuader, est-ce qu'on peut faire du design pour aider la personne à arriver au résultat qu'elle cherche? Et du coup, c'est le nudge, c'est ça?
Le nudge est une forme de design, mais c'est pas vraiment juste ça. Le nudge est juste un outil parmi plein d'autres. Au contraire, quand on fait du design éthique, il y a plusieurs collectifs en France, comme par exemple les designers éthiques et autres, qui au contraire veulent pas vraiment nudger et au contraire être plus dans une démarche explicite qui n'essaye pas de surcharger notre attention, n'essaye pas en fait d'être dans cette idée que présentait Fogg et qu'a très bien décrit Bruno, de vouloir garder l'utilisateur autant que possible il ne faut pas oublier que l'attention est très liée à la mémoire, par exemple. Donc, il faut aussi que le consommateur se rappelle qu'il a vu quelque chose, etc. Donc, c'est toute une boucle entre mémoire, attention, prise de décision et cette boucle crée un peu cette boucle de persuasion que beaucoup de personnes cherchaient pour des raisons de marketing, pour des raisons financières. Les choses sont vraiment très, très imbriquées. Et du coup, je suis arrivé vraiment au design, de la partie de l'attention en neurosciences pures, au design, au comportement des utilisateurs et tout ça, en travaillant avec des designers, avec l'ENSIA, avec certains collectifs, donc comme Ethics by Design, comme designer éthique, ou des chercheurs comme Hubert Guillot, qui est journaliste, par exemple, sur ces sujets. Ça, c'est pour ce qui est du laboratoire qui a inventé le nom, on pourrait dire, mais le concept de design de l'attention, c'est pas tellement nouveau. Et donc, avant de passer au monde numérique dans une seconde partie, dans la société normale, réelle, hors du numérique, cette idée de capter l'attention, on a la publicité, on a d'autres choses. Ça repose sur quoi? Et éventuellement, quel problème ça pose? Alors, effectivement, c'est un truc qui est très, très ancien. Moi, quand j'ai commencé mes études en psychologie, avant même de commencer mes études, le truc le plus drôle, c'était les messages subliminaux, le fameux Eat Popcorn. Peut-être c'était une des premières expériences d'essayer de capter un peu l'attention de manière non consciente. C'était dans un cinéma dans des années 40 ou 50 où on flashait au cinéma de manière subliminale Eat Popcorn et on voyait si les gens achetaient plus de popcorn. Et le but a toujours été... Manger du popcorn, c'était le message qui était à l'écran. C'était Eat Popcorn. C'était un peu manger du popcorn et c'est l'idée de capturer de persuasion, parce qu'encore une fois, on parle d'attention, le but derrière, c'est la persuasion. L'idée de persuasion a toujours existé, c'est la base du marketing, c'est la base de la propagande, et c'est pas du tout spécifique juste au numérique. On veut convaincre les gens, et des fois, c'est pour des raisons économiques, d'acheter mon produit, donc d'acheter du popcorn au cinéma pour pouvoir maximiser les ventes. Des fois, c'est pour des raisons idéologiques, persuader les gens, donc porter leur attention sur certaines informations plus que d'autres pour les persuader que j'ai raison. Mais aussi, il ne faut pas oublier que la persuasion a aussi des fonctions très, très sociales pour pouvoir convaincre mes potes qu'on va aller manger italien et pas japonais ou des choses comme ça. Mais il y a tout type d'enjeux, quoi. Exactement, il y a tout type d'enjeux. L'idée derrière, c'est comment est-ce que je peux capturer l'attention de quelqu'un pour avoir accès à sa mémoire aussi, pour pouvoir le persuader de faire quelque chose. Donc, par rapport aux médias, donc, Bruno, vous êtes professeur à Sciences Po. J'ai oublié. Professeur à, c'est pas Sciences Po. Si, Sciences Po, mais... Sciences Po. Voilà. Et donc, il y a un côté... Parce que quand on parle de captologie, on a cette idée que c'est de la manipulation, donc c'est des méchants qui veulent le manipuler. Mais on peut être aussi bien intentionné. Dans la vie de tous les jours, on envoie des signaux divers et variés pour capter l'attention des gens et pour obtenir de ce qu'on veut. Et les médias, vous l'avez évoqué, font ça aussi. Leur but, c'est qu'on la regarde. Donc, même avant le numérique, il y avait déjà ça. Dans quelle mesure ça existait déjà? Non, mais si vous voulez, encore une fois, capter l'attention des gens, c'est de toute façon vivre avec eux. Donc, même si à un moment donné, moi, j'essaye de capter votre attention en ce moment et de capter l'attention de ceux qui nous écoutent, pourtant, j'ai rien à vendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça fait partie naturellement du modèle. Et évidemment, le modèle d'un média, quel qu'il soit, c'est d'être vu, lu, écouté ou autre. Et donc, ça fait partie, dans son design même, il utilise des outils à un moment ou un autre pour essayer de capter au mieux l'attention de l'ensemble des gens qui le regardent. Mais encore une fois, ou qui le lisent. Hein, le graphisme sert à ça, l'habillage sonore pour les radios, l'habillage des télévisions, tout ça, on le sait. Ce qu'on est en train de dire à un moment donné, c'est jusqu'à quel point vous allez à un moment, c'est dans un outil, pour essayer de convaincre les gens ou plutôt de les persuader ou de modifier leur comportement sans qu'ils le sachent ou sans qu'ils s'en rendent compte. C'est de ça dont on parle. Parlons peut-être qu'on peut rentrer dans un exemple pour voir.
un des exemples les plus célèbres, mais Albert serait mieux que moi pour le dire, mais souvent vous entendez, alors je sais bien que je vais reparler de numérique, mais peu importe, c'est la même chose. Quand on parle d'économie de casino, on fait souvent référence à ce qu'on appelle le mécanisme de récompense aléatoire. Donc la récompense aléatoire, c'est qu'à un moment donné, c'est une expérience qui a été faite en 1931 par Skinner, donc qui est bien avant le numérique, et qui fait fonctionner, qui explique le fonctionnement, ou plutôt l'addiction qu'on peut avoir aux machines à sous à un moment ou à un autre. Mais là, c'est chez l'animal, on est d'accord. Vous vous souvenez, on met une souris dans une boîte face à un distributeur de nourriture. Quand la souris appuie sur le distributeur de nourriture et que tombe de la nourriture, au bout d'un certain temps, la souris est maîtresse du mécanisme puisqu'elle appuie quand elle a faim. Et en gros, quand le distributeur de nourriture, quelquefois, fait tomber de la nourriture, quelquefois n'en fait pas tomber, comme une machine à sous au casino, au bout d'un certain temps, vous apercevez que la souris appuie de façon absolument compulsive sur le distributeur de nourriture, même quand elle n'a pas faim et même quand elle est rassasiée. Donc, ce mécanisme de récompense aléatoire, petit à petit, mais Albert le dira mieux, fait travailler des zones de notre cerveau qui fait que, de façon compulsive, c'est ça qui est important, de façon compulsive, on appuie sur ce mécanisme, sur ce distributeur, même quand on n'a pas faim et même quand on n'a pas envie. Et donc, les machines à sous, à un moment donné, si effectivement, il y a des gens qui se font interdire de casino, il y a des gens, on ne peut pas y aller en dessous de 21 ans, c'est parce qu'on pense qu'à un moment donné, ce mécanisme de récompense aléatoire, il peut à un moment donné vous faire dépasser vous-même et vous faire jouer même quand vous n'avez pas envie de jouer, même quand vous n'avez plus l'argent pour jouer. Et donc, en gros, on voit aujourd'hui qu'un certain nombre d'outils ou de connaissances comme ça peuvent être utilisés à un moment ou à un autre pour modifier le comportement des gens. Et donc, dans ce genre de choses, si vous voulez, ce sont des outils qui sont utilisés. Et encore une fois, si vous parlez de l'histoire des médias, il y a plusieurs mécanismes quand même. Mais encore une fois, ce n'est pas la nature du média lui-même qui le fait verser, j'allais dire, dans cette captologie ou dans cette attention. C'est, pardon de le dire, mais moi, c'est ma conviction, c'est le modèle économique assis sur le média. D'accord. Encore une fois, si mon but, juste pour finir, si je suis un média sur abonnement, que je sois numérique, télévisuel ou peu importe, ou si je suis un média financé par le service public, le but, c'est que vous me regardiez, mais pas forcément le plus longtemps possible. Je vais avoir un indice de satisfaction qui ne va pas être le même. Le but, si vous êtes abonné à mon média, ça va être que vous vous réabonniez, pas forcément que vous me regardiez 10 heures par jour. Si je suis financé par la publicité, en revanche, que je sois écrit, audio ou visuel, mon but, c'est que vous me regardiez le plus longtemps possible. Et donc, je vais trouver des mécanismes en design notamment pour vous enchaîner à ma vision ou à ma consultation de façon à ce que vous me regardiez le plus longtemps possible et que vous soyez exposé le plus longtemps possible à la publicité. Et pour finir sur les médias, est-ce que les médias en continu qui sont à la mode maintenant, FM TV, CNews, etc., qui sont relativement nouveaux, vous avez participé à leur création d'une certaine manière. Est-ce que ça ne pose pas cette question-là d'être constamment en éveil, d'être constamment en train d'avoir une urgence factice dont on en parlait, enfin, on crée un sentiment d'urgence, les gens doivent regarder, et les infos en continu. Est-ce qu'on n'est pas dans une boîte de Skinner géante? En tout cas, on est dans des médias qui, au bout d'un certain temps, multiplient les stimuli. Ça, c'est vrai. Et je vais vous donner une anecdote qui va être très simple. Moi, j'ai démarré le numérique au moment où on démarrait le monde.fr. Il y avait encore des modems 14K. Donc, les gens qui nous écoutent doivent considérer que j'ai vécu à la préhistoire. Et on mettait à l'époque environ 90 secondes pour télécharger une homepage dans laquelle il n'y avait qu'une photo basse def et il n'y aurait jamais pu avoir une vidéo. Ce qu'on fait aujourd'hui était inconcevable. Et à l'époque sont arrivées les premières alertes. Les smartphones n'existaient pas encore sur les téléphones portables. Et je vous promets qu'à ce moment-là, les gens qui commercialisaient cette mécanique d'alerte nous disaient pas plus d'une alerte par semaine. Parce que s'il y a plus d'une alerte par semaine, les gens vont trouver que vous êtes intrusif dans leur vie, que vous extrayez d'une certaine façon leur vie privée. Et donc, au bout d'un certain temps, ils vont abandonner ce système d'alerte parce qu'ils vont s'estimer qu'à plus d'une alerte par semaine, il y a d'une certaine façon un ras-le-bol. Aujourd'hui, les statistiques nous montrent qu'on est soumis à 46 alertes quotidiennes. Et c'est comme si ça n'avait jamais de fin. Donc, si vous me demandez est-ce que les médias en continu ont participé à cette espèce d'excroissance monstrueuse de stimuli, je vous dirais oui, bien sûr.
Est-ce qu'on en avait conscience à l'époque? Sans doute pas. Et Albert, il y a aussi cette idée d'interférence constante, parce que l'attention, elle est limitée, enfin, c'est une denrée limitée, et notamment quand on est plus jeune et qu'on a besoin d'acquérir des connaissances ou des compétences, on a besoin de la fixer un certain temps. Et du coup, il y a une forte interférence avec tous ces petits, comme on l'a dit à l'instant, c'est une notification incessante, et ça pose des problèmes. Bah, en fait, on a plusieurs types d'attention, mais on va parler un peu de deux, l'attention soutenue et l'attention divisée. Parce que quand on fait de la captologie, c'est très important de savoir quelle attention on cible. Et effectivement, quand j'ai besoin d'attention soutenue, comme par exemple dans les tâches d'apprentissage, il y a un coût pour se désengager de la tâche que je suis en train de faire, se réengager sur une autre tâche, puis se désengager et se réengager. Donc, si moi, par exemple, je suis un ado et j'essaye d'étudier mon cours, je ne sais pas, sur les théorèmes de Pythagore, et à chaque 5 secondes, je dois me désengager pour me réengager sur mon téléphone parce qu'il y a une alerte, effectivement, il y a un coût. La multitâche, c'est quelque chose qui ne marche pas du tout. Et ça, c'est délétère pour les mécanismes d'apprentissage. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on est juste des monotâches, parce qu'il y a aussi l'attention divisée. Et ça, par exemple, Netflix l'a très bien compris. Par exemple, je peux regarder Netflix et cuisiner en même temps. Je peux conduire et parler avec mon passager en même temps. Donc, il y a des choses qui sont compatibles entre elles et d'autres qui ne le sont pas. Et c'est important de séparer ces deux. Et surtout, tout revient, et je rebondis un peu sur ce que disait Bruno, on ne peut pas vraiment parler de design de l'attention, de captologie, sans parler du business model derrière. Et c'est ça qui sépare, en fait, les différentes branches de la captologie. Si je suis en train de remplir un besoin, de développer un business, ou par exemple de faire du marketing ou de faire du product design, la manière dont je vais penser l'attention va être très différente selon mon intention. Est-ce que je suis en train d'essayer d'aider quelqu'un? Je vous donne un exemple très basique, c'est un peu tiré du numérique, mais je conseille aux personnes d'aller sur 2 sites pour acheter un billet de train, sur par exemple booking.com et sur Trainline. Et ces deux choses c'est une expérience complètement différente au niveau de la captologie ou du design de l'attention. Sur Booking, vous avez des alertes qui flashent. Et je ne fais pas de pub pour personne, c'est juste que c'est un cas d'étude qu'on a fait avec les étudiants en design, qui flash plus que 2 sièges qui restent, avec des couleurs de partout, etc. Alors que Trainian, il n'y a quasiment rien. Où est-ce que vous voulez aller? Vous achetez. Et c'est le business model derrière qui va venir et étayer ça. Et c'est la même chose pour les médias. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a des médias comme les médias d'infos en continu qui veulent que vous restez dessus, parce que une grande partie, c'est des business models qui viennent, je pense, de la pub. Mais probablement, si je dis quelque chose de faux, Bruno me corrigera. Mais si vous êtes un média sur abonnement sans pub, bah, ils s'en foutent. Vous payez votre abonnement, ils veulent vous donner de l'information pour que vous repayiez votre abonnement. Ils n'ont pas besoin d'être dans cette capture de l'attention soutenue. Covid, attention. Ah, ça va, je vais bien, mais restez chez vous. Mais c'est important de faire cette nuance que c'est vraiment l'idéologie, entre guillemets, derrière qui va driver comment on va designer un produit et comment on va comprendre cette attention. Et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure de pré-numérique. Ça existait depuis toujours. Vous regardez, je ne sais pas, les affiches One Two, le truc américain, Sam. Voilà. L'oncle Sam a besoin de Les ça. couleurs, comment c'est en high focus, etc. Tout ça, ça a un impact. La différence de pourquoi, quand on parle de design de l'attention, on passe au numérique très vite, c'est la technologie a permis d'étudier l'attention infiniment mieux. Par exemple, moi, ma thèse, j'ai fait quelque chose qui s'appelle l'évitement oculaire dans la phobie sociale. C'est possible de faire ma thèse parce que j'avais un eye tracker. Donc, je mettais un casque aux participants et je peux savoir exactement où ils regardent l'écran pour voir comment ils explorent les visages émotionnels basés sur l'émotion que le visage montrait. Et ça, c'était un boom énorme sur comment est-ce qu'on peut étudier pour mieux créer la persuasion. On peut savoir combien de fois une personne clique, à quelle vitesse est-ce qu'il scrolle, combien de saccades est-ce qu'il fait, chaque saccade, quelle est sa durée. Et c'est ça qui a vraiment créé un boom dans un tout nouveau domaine qui a vraiment été possible grâce à la technologie. Depuis toujours, on étudie la persuasion. Vous pouvez trouver des livres de philosophie ancienne et même nous, je sais qu'on a des intérêts sur les biais cognitifs, etc. Schopenhauer a écrit un livre, L'art d'avoir toujours raison, bien avant la technologie et tout ça, sur comment convaincre qu'on a raison. Et tout ça, c'est un design quelque part. C'est juste qu'avec la technologie, on a eu les outils pour mesurer que ça soit en EEG, que ça soit en comportemental, que ça soit en interface d'utilisateur, en design de l'utilisateur. Est-ce que les gens préfèrent le bleu ou pas bleu? Facebook, ils ont à un moment fait tout un truc sur est-ce qu'ils utilisent un bleu un peu plus clair ou un peu plus foncé. Ils ont des cellules dessus, Dolby, parce qu'on parle juste des médias, mais Dolby, par exemple, ils ont un des plus grands laboratoires sur comment est-ce qu'on réagit au son. Une grande partie des recherches viennent de chez Dolby.
Et c'est toute une explosion parce qu'on a développé les outils pour pouvoir mesurer. Donc on va passer au numérique. Donc, si je comprends bien ce que vous me dites, c'est que, bon, au-delà de la technologie, la captologie, c'est d'abord un phénomène économique. C'est les forces déterminantes de ce qu'on va faire dépendent du modèle économique. C'est bien ça, hein? Oui, et d'ailleurs, ça va nous permettre de passer au numérique. C'est-à-dire que, comme je vous le dis, la captologie, c'est un instrument avant toute chose. Donc, l'instrument, il est au service de quelque chose, comme tout instrument. Donc, pourquoi est-il utilisé à un moment donné? La plupart du temps, il est utilisé, en tout cas, la façon dont nous, on est exposés, la plupart du temps, il est utilisé pour un modèle économique. Et c'est là où le numérique arrive, si vous voulez. C'est-à-dire moi, je suis entièrement d'accord avec Albert sur le fait qu'on a franchi un stade. Mais essayons d'expliquer le stade qu'on franchit. Et essayons de raconter à quel moment ça s'est fait. Voilà. C'était la question que je voulais vous poser sur le moment où la captologie est entrée à la Silicon Valley, quand on en a parlé. Le moment, on peut le dater, si vous voulez. C'est assez simple. Qu'est-ce qui se passe au départ? Google, Facebook, peu importe, toutes ces grandes sociétés se créent avant tout sur l'idée, effectivement, de proposer, grâce aux technologies numériques, un service. Un service, ça peut être vous faire trouver quelque chose, vous mettre en relation avec quelqu'un, peu importe, on connaît tout ça, et trouver ce service-là, et c'est des services qui vont vous faire gagner du temps. La plupart du temps, on dit, ces gens-là, c'est du service for data, c'est-à-dire ils vous donnent du service contre de la donnée. Mais en réalité, à un moment donné dans leur modèle économique, ça n'a plus été service for data, ça a été service for time, c'est-à-dire du service pour du temps. Et ce temps-là et ce moment-là, on peut vraiment le dater entre 2004 et 2008. C'est-à-dire que quand vous regardez ce qui se passe dans la Silicon Valley à ce moment-là, entre 2004 et 2008, la recherche du modèle économique, pour des raisons de recapitalisation boursière, d'entrée en bourse, peu importe, d'explosion de la bulle en 99, pour des raisons en clair de soutenabilité, de durabilité de leur modèle économique, se pose la question de quel modèle économique on adopte à ce moment-là. Et moi, je me souviens, parce que je suis hélas âgé, et je faisais déjà du numérique à cette époque-là, je me souviens très très bien, si vous voulez, des discussions qui ont lieu à ce moment-là, y compris dans la Silicon Valley. Quel modèle on adopte? Parce que la gratuité, c'est bien beau, mais la gratuité, ça n'est pas un modèle économique. La gratuité, c'est un modèle d'accès, mais derrière le modèle économique, c'est comment je gagne ma vie. Et à ce moment-là, en tout cas, c'est ma thèse, il y a une sorte de mimétisme avec les médias. C'est-à-dire que pour des raisons d'efficacité de réseau, et vous savez que dans l'efficacité de réseau, il y a cette phrase-là, l'utilité du réseau est égale au carré du nombre de ses utilisateurs. C'est-à-dire, plus il y a d'utilisateurs dans un réseau, plus son utilité économique et donc son efficacité économique est forte. À ce moment-là, la question qui se pose par rapport à des modèles qui pourraient être des modèles payants, des modèles de micro-paiement, c'est la question du frottement. C'est-à-dire que tous ces services majeurs qui vont donner naissance à Google, YouTube, Facebook, etc., se disent à chaque fois qu'on met du paiement dans un service, on s'aperçoit que ça donne du frottement et ça fait plonger terriblement l'utilité du réseau. On a beaucoup moins d'utilisateurs et en plus de ça, le micro-paiement, même à l'époque, ne peut pas fonctionner. Et donc, toutes ces tentatives, si j'ose dire, foirent, échouent. Et donc, c'est à ce moment-là que bascule le modèle économique de la publicité qui commence à arriver et qui est un modèle de publicitaire qui va vraiment migrer assez vite entre la vente d'espace, qui est le modèle publicitaire classique des médias, et la publicité qu'on va appeler la publicité ciblée, c'est-à-dire la publicité soutenue par les datas de l'utilisateur. Et ce moment-là, c'est 2004, 2006, 2008. C'est Sheryl Sandberg qui va l'installer chez Google et qui va ensuite, quand elle va être embauchée chez Facebook, va l'installer chez Facebook. Et ce moment-là, vraiment marque pour moi le début, si vous voulez dire, de l'âge d'or de la captologie. C'est-à-dire c'est le moment où le labo effectivement de BJ Fogg explose en termes de financement parce qu'on se dit, avec les données comportementales qu'on a de chaque individu, les données émotionnelles, on a les outils qu'il faut en termes de connaissances et en termes, j'allais dire, d'utilisation pour être au plus près de l'attention de l'individu. Ce que disait Albert a toujours existé. Moi, je me souviens, quand je faisais des magazines, on changeait les couleurs des enveloppes de réabonnement et on s'apercevait que quand on changeait les couleurs, le taux de réabonnement était supérieur. Orange, rouge, etc. Je vous garantis que c'est vrai quand vous faites une enveloppe de réabonnement. Mais vous adressez à une masse. Je ne connaissais pas la réponse de l'individu en tant que tel. C'est laquelle la bonne couleur? Juste une question idiote. Hein. C'est quoi la bonne couleur pour que les gens se réabonnent? Non, il n'y a pas une bonne couleur pour que les gens se réabonnent. La variabilité. Il y a une bonne couleur pour que les gens se réabonnent à un certain magazine.
Ah oui, d'accord. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais, et à l'époque, ce n'était pas un changement de couleur, c'était un changement comme pour le bleu de Facebook, entre des natures d'orange et de rouge. Donc, toute une palette entre orange et rouge. Je sais que ça paraît stupide, mais c'est vrai. Je vous garantis que les retours n'étaient pas du tout les mêmes. Ce que je veux vous dire par là, c'est que il y a deux choses qui se passent et qui rendent la captologie extrêmement importante aujourd'hui. C'est d'abord la capacité d'individualiser la démarche avec les données. Et puis surtout, vous vous adressez à une attention qui potentiellement, avec la connexion permanente et le smartphone, a lieu 24 heures sur 24. Quand la télé, elle est dans votre salon, vous savez que vous allez, en gros, suivant votre catégorie d'âge, la regarder entre 1h30 et 4 heures par jour. Donc, vous pouvez vous adresser d'une heure à 4 heures d'attention sur la personne. Quand vous avez un smartphone comme cible de l'économie de l'attention, potentiellement, vous adressez à 24 heures quotidiennes. Donc, 24 heures quotidiennes ciblées sur l'individu, plutôt que 3 heures quotidiennes ciblées sur une masse, on est passé vraiment du domaine de l'économie de l'attention à la captologie. D'accord. Et justement, là, on parle des écrans. On entend beaucoup de choses un peu folles parfois sur les impacts négatifs des écrans. J'ai Albert avec nous qui est sûrement une idée là-dessus. Est-ce que le vrai danger des écrans, il passe par ces notifications ou il passe par autre chose? En fait, c'est ce qu'on en fait. Et effectivement, il ne faut pas juste parler de l'écran en tant qu'écran. Qu'est-ce qu'il y a sur l'écran? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Si quelqu'un... On oublie l'écran. Pendant longtemps, on a eu le même débat sur les bouquins. On a eu cette histoire de quelque chose va casser le cerveau. Oui, les jeux de rôle. Il y a un super livre sur la crise morale et la panique due aux jeux de rôle qui s'appelle Dangerous Games, que je recommande à tout le monde si ça les intéresse. Mais on peut même remonter à l'Antiquité. J'ai découvert récemment que, par exemple, ou Platon ou Socrate étaient très inquiets de l'invention du papier parce qu'ils disaient si on note les choses sur du papier, ça va abîmer notre mémoire. On ne va plus avoir besoin de se souvenir des choses et donc ça va casser notre mémoire. Alors que ça dépend, on le sait déjà parce que quelqu'un l'a écrit sur un papier, donc c'est un peu ballot. Et deux, ça dépend qu'est-ce qu'on en fait. Donc l'écran, c'est qu'est-ce qu'on en fait qui compte. Mais alors, justement, qu'est-ce qui est néfaste pour de vrai et qu'est-ce qui est bénéfique pour de vrai dans l'usage qu'on en a en lien avec la question de la captologie? En général, ce qui est néfaste, c'est les monotâches, faire la même chose tout le temps. On a besoin de variabilité et de diversification. Mais pour le côté de la captologie, on est plus presque sur même de l'éthique. Et on revient à cette question de qu'est-ce qu'on va en faire. C'est plus, par exemple, de la morale. Par exemple, un exemple très, très bête, scroller Facebook. Il y a quelque chose, donc défiler Facebook, il y a quelque chose qui s'appelle le infinite scroll, le défilé infini. Ça ne se termine jamais. Et du coup, on a plus de mal à se désengager de la tâche. Ça, par exemple, un exemple de design de l'attention pour garder la personne sur la plateforme. Un autre exemple, c'est quand ils ont rajouté les 3 petits points quand quelqu'un est en train d'écrire. Donc, moi, je suis en train de chatter avec quelqu'un, je lui envoie un message et je vois les 3 petits points. Ben, évidemment, je vais attendre parce qu'il y a un signal qui me dit « attends ». Parce qu'encore une fois, il faut... Je pense que ça vaut largement la torture de la goutte chinoise. Hein. C'est un peu ça, parce que des fois, quelqu'un met une lettre et après oublie. Et vous dites, il va m'envoyer un paragraphe et après, il arrête. Mince. Et quand ça arrête, c'est est-ce qu'il a écrit, est-ce qu'il a effacé, qu'est-ce qui se passe? Il y a toutes ces choses parce qu'il ne faut pas oublier. On a une sorte notre cerveau, c'est une sorte d'organe prédictif. On est tout le temps en train d'essayer de prédire et de voir un feedback et de corriger. Par exemple, c'est quoi un design intuitif? Un design intuitif, c'est un design qui est facilement prédictible. Je vois une icône, mon cerveau se dit, si j'appuie sur cette icône, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui se passe, c'est que mon design est bon parce que la personne n'a pas, Bruno parlait tout à l'heure, de friction. Il n'y a pas un coup de friction dans le design où je dois apprendre quelque chose de nouveau, où je dois faire autre chose. Et du coup, c'est néfaste selon combien est-ce que la personne, l'utilisateur, a une agentivité, a un contrôle sur ce qu'il a envie de faire et combien est-ce que je vais le détourner de ce qu'il voudrait faire. Par exemple, les gens souvent disent il ne faut pas faire de longues vidéos, les gens ont une attention très courte. Et souvent, je leur réponds comment vous expliquer que les personnes restent sur Netflix pendant 7 heures de suite s'ils ont une attention courte. Et là, je reviens à ce que disait Bruno, parce que Netflix comprend que la télé, c'est différent, que quand c'est ciblé, c'est différent de quand c'est une population, et les différents écrans ont des différentes utilisations. Et c'est important de garder tout le temps en tête ce lien entre prédiction, attention, mémoire, comportement. Et comment est-ce que je suis en train d'agencer et combien est-ce que la personne, on lui garde cette agentivité si on veut faire
Encore une fois, c'est des débats souvent éthiques et moraux. De quelle société est-ce qu'on veut créer? Est-ce qu'il y a plein de débats sur est-ce qu'on devrait avoir des lois sur qu'est-ce qui pourrait être fait ou pas? Le GDPR, je ne sais pas si en français c'est GDPR, mais je pense RGPD. Ah oui, RGPD, oui. RGPD, ouais. Pardon. Le RGPD, par exemple, est venu pour essayer de protéger ces données personnelles pour pouvoir faire moins de personnalisation. Ouais. Et c'est un débat pour moi qui est presque sociétal de qu'est-ce qu'on va faire des outils concrets. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas la première fois. On a créé la dynamite, on s'est dit est-ce qu'on veut exploser des gens ou est-ce qu'on veut faire des tunnels, quoi. Tu as parlé de débat, et donc c'est intéressant parce que le débat constant sur les réseaux arrive, et le fait qu'on devient un petit peu addict au débat aussi produit une plus forte polarisation. Je sais que Bruno là-dessus voulait dire quelques mots. Moi, je le constate, hein, plus on est exposé à des situations de débat, plus les gens vont se polariser. On est en plein Covid avec plein de polarisation sur plein de sujets, tous reliés, mais quand même divers et variés, et ça devient extrêmement vite très viral, très violent et très irrationnel d'une certaine manière. Et peut-être qu'on n'avait pas ça avant, ou peut-être que si, mais qu'est-ce que ça change? Mais alors, passons un peu de temps dessus, si vous voulez bien. Oui, on a un peu. Parce que là, on est vraiment au cœur de ce qui est. Parce que quand j'entends dire que les réseaux sociaux sont le miroir de notre société, c'est absurde. En tout cas, c'est un miroir déformant. Pourquoi déformant? Parce que vous soyez sur Twitter, que vous soyez sur Facebook ou ailleurs, hein, les contenus, ce que vous regardez dans votre timeline, ou peu importe comment on l'appelle, il est organisé. Le contenu, il est organisé par des algorithmes. Et donc, les algorithmes, c'est des instruments qui font ce qu'on leur demande de faire, ou qui sont plutôt programmés pour faire ce pourquoi ils sont programmés. Et donc, en réalité, moi, vous allez me trouver absolument obsédé par ça, mais j'en reviens toujours au modèle économique et je vais essayer de vous montrer pourquoi le modèle économique polarise. Pourquoi c'est pas la même obsession. Pourquoi c'est pas le débat qui polarise, hein, mais c'est le modèle économique qui polarise. D'accord, donc c'est le contexte en fait. Non, le modèle économique qui polarise. Parce que, en gros, vous allez voir, quand vous êtes sur Facebook, évidemment, ce qui va être poussé, encore une fois, organisé par le modèle, par l'algorithme, c'est le message qui est économiquement le plus rentable pour Facebook. C'est normal, c'est leur but, c'est leur modèle économique. Je ne les juge pas moralement. Qu'est-ce qui est le plus économiquement rentable pour une plateforme sociale? C'est un message que vous allez regarder très vite et, si possible, partager, même de temps en temps, avant de l'avoir lu. Donc, si vous voulez, c'est l'attention qu'il peut capter le plus vite possible et la viralité qui est intrinsèque au message parce que vous allez le partager. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'évidemment, plus un message est émotionnel, plus il est outrancier, plus vous allez naturellement le regarder et plus vous allez naturellement le partager. Donc, ce qui se passe dans l'organisation peu à peu de vos timelines, pour attirer votre attention, on va aller de plus en plus au plus près de votre émotion pour vous faire rester le plus longtemps possible. Et donc, dans la course au message, il faut imaginer une course au message qui serait comme une course à pied, dans lequel vous auriez un coureur à pied qu'on pousserait dans le dos et qui aurait des baskets premier niveau. Ça, c'est le message outrancier, c'est le message polarisant, c'est le coup de gueule, c'est le cri de colère, c'est le truc le plus dingue et le plus incroyable, et un message qui va avoir des semelles de plomb et qui va être retenu dans son dos pour ne pas aller trop vite parce qu'il est potentiellement peu viral et potentiellement peu actif sur votre attention. Et ça, c'est un message d'information. Donc, petit à petit, quand vous regardez comment s'organisent ces structures qu'on appelle pas du tout à juste titre de débat, forcément, ça pousse plus vite, ça accélère, ça organise, ça accélère la circulation des messages qui sont naturellement outranciers et polarisants. Et donc, je ne pense pas que les fake news naissent du modèle économique, mais elles sont favorisées par le modèle économique. Et rappelez-vous, la candidate à la présidence des États-Unis, Elizabeth Warren, a démontré de façon absolument parfaite la nature du modèle en faisant une publicité qui était diffamatoire à l'encontre de Mark Zuckerberg de Facebook. Et la pub, elle était outrancière et elle a été poussée terriblement par les algorithmes de Facebook. Si c'était un complot politique, ils l'auraient arrêté. C'est juste intrinsèque à leur modèle économique. C'est-à-dire que comme le truc était partagé et viralisé à toute vitesse, il a été accéléré.
Et donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que ce mécanisme de business model, d'acquisition de l'attention, il accélère les messages les plus polarisants. Ouais. Et ce qu'on voit aujourd'hui avec l'heure du Covid, c'est que vous avez des plateformes qui essayent sincèrement, d'ailleurs la plupart du temps, de freiner la nature intrinsèque de leur modèle économique. Et donc, on est dans un moment très paradoxal où elles se disent « ouais, il faut effectivement que je supprime les fausses informations sur le Covid, que je fasse attention, que je supprime ces comptes-là », mais malgré tout, elles luttent contre leur propre modèle économique aujourd'hui. On a ce qu'on appelle une asymétrie entre les contenus les plus engageants, les plus émotionnels, et puis les plus rationnels et les plus vrais. Je pense que Albert pourra nous dire un mot là-dessus. Et si tu peux enchaîner, Albert, parce qu'on va aller vers la conclusion, parce que beaucoup de gens se demandent, et nous aussi, est-ce qu'on aurait des pistes de solutions, de résistance à cette manipulation des contenus très engageants, qui nous poussent à partager et à nous polariser? Alors, la première chose, je rebondis un peu sur ce que disait Bruno, c'est de vraiment garder en tête que Facebook n'est pas le reflet de notre société. Ni Twitter. Ni Twitter. On ne se parlerait jamais dans la vraie vie comme on se parle sur Facebook ou sur Twitter. Je pense pas, non. En effet. On serait beaucoup plus potes avec des gens, si on voit leur profil Facebook, on ne voudrait jamais leur parler. On a des potes qui sont beaucoup moins versés sur d'autres centres d'intérêt que nous, et c'est juste qu'on n'en parle pas, on ne le voit pas. Alors que sur Facebook, on a plein de mécanismes, on est des animaux sociaux au final, on a plein de mécanismes de signaux sociaux qu'on veut envoyer, de choses comme ça, et du coup, ça devient une sorte d'enchère groupale. Oui, et le vrai danger, c'est vraiment ça, de morceler un peu le socle commun de réalité, c'est-à-dire être en désaccord sur les faits, sur une opinion, sur une réalité, c'est pas grave. Je vois souvent sur Facebook, par exemple, la photo avec un 6 et une personne d'un côté et de l'autre, un 10 et un 6, l'autre 10 et un 9. Et ça, c'est bien, ça enrichit un débat, ça a toujours existé, c'est pas très grave. Le problème, c'est si quelqu'un vient et dit, ben, c'est un 4. Il n'y a plus de réalité commune. Et je suis d'accord que le modèle économique pousse à mettre en commun des personnes qui n'ont pas de réalité commune. Et du coup, on a cette impression de devoir faire tout le temps une sorte de travail permanent d'aller contredire ou d'aller débattre ou d'aller commenter. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser moins si on peut. Donc, la solution, c'est moins d'usage des plateformes et du net. En tout cas, pas nécessairement du net. On parle vraiment là des plateformes sociales dont le modèle économique est bâti sur cette volonté paradoxale. Et comme dit Bruno, ils essayent de s'en sortir. On a vu par exemple Google et Apple, ils ont sorti des trucs de digital well-being pour vous aider à utiliser moins votre téléphone, alors qu'ils avaient passé 10 ans à essayer de faire utiliser votre téléphone le plus possible. Donc maintenant, sur vos iPhones, sur vos Android, vous pouvez voir combien de temps d'écran. Vous pouvez demander à votre téléphone de passer en noir et blanc l'écran à partir d'une certaine heure pour vous aider à mieux dormir, etc., etc. Et il y a des injonctions paradoxales de ces plateformes entre elles sur comment est-ce qu'elles vont pouvoir contrôler le monstre quelque part qu'elles ont créé. Comment on fait pour réduire ce que tu dis? Il faut réduire. Je te crois, mais c'est compliqué. Il y a plein de manières, par exemple, sanctuariser des heures d'utilisation, éteindre les notifications sur le téléphone, désinstaller certaines applis. On n'est pas obligé tous d'avoir sur notre téléphone Facebook, Twitter, Instagram et tout. Je peux garder une seule application sur mon téléphone, celle que j'utilise par exemple pour mes potes ou pour le travail ou pour prendre des nouvelles, et les autres, je peux les checker sur mon desktop, sur mon bureau. Rien que séparer les espaces, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Et aussi accepter, par exemple, on parle beaucoup des fake news. C'est vrai que ça a un impact sur l'opinion, mais quand on regarde les comportements derrière, les gens ne sont pas si crédules que ça, et ça n'a pas un impact nécessairement comportemental. Quelqu'un qui va écrire sur Facebook « Ah, moi, jamais je vais aller me soigner, etc. » Quand il a la maladie, il va se soigner. Je donne tout le temps l'exemple, le pape Jean-Paul II, quand il s'est fait tirer dessus, il est allé à l'hôpital. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui on a quand même l'OMS qui signale que l'hésitation vaccinale est un des 10 grands fléaux de l'humanité. Absolument, absolument. Il y a des vraies conséquences quand même. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai utilisé l'exemple des médicaments et pas des vaccins, parce que la vaccination a eu des conséquences très graves sur l'île de Samoa récemment, en Italie aussi, quand le gouvernement l'a rendu optionnel, etc. Ça dépend des sujets, mais c'est juste qu'il ne faut pas avoir cette idée que, en fait, j'aime souvent dire… On panique trop. On panique trop. Une des idées les plus dangereuses, je pense, qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est de se dire si tout le monde était comme moi, le monde irait mieux. De croire que moi, j'ai une sorte de rationalité que les autres n'ont pas. Et on le voit dans la gestion du Covid. Les gens, souvent, quand je fais des conférences ou des choses comme ça, on me dit si on permet aux gens de sortir, ils vont aller faire n'importe quoi. Et je leur dis vous ferez n'importe quoi. Et on me dit moi, non, mais les autres, oui. Et on a tout le temps cette impression qu'on est on a tendance à prendre les autres pour des cons, en fait. Et que nous, on ne l'est pas. Bruno, je vais laisser Bruno rebondir. Oui. Ouais, je vais rebondir sur ce dernier point avant de parler aussi de ça.
sur la crédulité, je suis vraiment totalement d'accord avec Albert. Je rappelle juste, il y a une étude très intéressante qui a été faite, vous vous souvenez, sur l'émission d'Orson Welles en 1938, quand il lit La guerre des mondes. Il utilise les codes du journal radio diffusé de l'époque pour faire croire à l'invasion extraterrestre. Ouais. Et vous savez, on a toujours dit ça a provoqué une panique extraordinaire, les gens se sont enfuis. Et puis après, il y a eu une autre histoire en disant en fait, il ne s'est rien passé. Ouais. Et donc, il y a quelqu'un qui a étudié ça il n'y a pas si longtemps, qui a passé plusieurs années de sa vie à décortiquer toutes les lettres qui avaient été envoyées à CBS, l'article du New York Times, etc. Et il a trouvé quelque chose de très intéressant. La première, c'est que personne n'a vraiment cru que les extraterrestres étaient arrivés. Donc, les gens sont beaucoup moins crédules qu'on pense. Mais en revanche, beaucoup de monde a cru que beaucoup de monde avait cru. Exactement. Donc, on n'est pas crédule, mais on croit que les autres le sont. Donc, on pourrait dire la crédulité, c'est les autres, si vous voulez. Et je pense que moi, je suis entièrement d'accord avec Albert. On s'en était jamais parlé, mais là, vraiment, je ne peux être que entièrement d'accord. Je pense qu'un des grands problèmes sur les fake news aujourd'hui, c'est moins notre crédulité que celle qu'on pense que les autres ont. Et je rajoute à ce point sur les fake news que, si vous voulez, il faut voir aussi que les biais cognitifs, vous savez, il y a la fameuse phrase ou le débat, si on peut dire, même si ce n'est pas un débat entre Jésus et Thomas, est-ce que je crois ce que je vois ou est-ce que je vois ce que je crois? La plupart du temps, on s'aperçoit que ces outils-là nous permettent de voir ce qu'on croit. Donc, en fait, on n'est pas crédule, on est juste confirmé dans notre propre croyance, si vous voulez. Mais sinon, sur ce qu'on peut faire, je suis entièrement d'accord avec Albert sur le fait qu'il va falloir des moments et des lieux de déconnexion, mais je suis absolument persuadé que ça va avoir lieu. Moi, qui suis plus âgé que vous, j'ai vécu dans un monde où on pensait que ne pas fumer au bureau était une impossibilité. Je travaillais dans un journal quand est arrivée l'injonction de ne pas fumer, et on nous disait c'est la fin du journalisme. Il était inimaginable d'avoir une salle de rédaction non enfumée. On fumait dans les avions, on fumait, etc. Et même quand moi j'étais gamin, on nous faisait fabriquer des cendriers pour la fête des pères à nos pères. Donc, peut-être qu'on aura des espaces où le téléphone ne sera pas le bienvenu parce qu'on sait que c'est nocif, c'est ça? Mais moi, je pense qu'on aura des espaces où la connexion, elle ne sera pas considérée comme nocive, mais on ne se connectera pas à ce moment-là. D'accord. Je pense qu'il y aura des lieux, mais par ailleurs, je crois, si vous voulez, donc je pense que ça fait partie de l'éducation collective. Et par ailleurs, moi, je suis beaucoup plus optimiste que d'autres sur la capacité à un moment donné, non pas de mettre un terme à l'économie de l'attention, mais on va dire de la brider. D'abord parce que quand on revoit l'histoire médiatique, on s'aperçoit qu'en permanence, il y a eu des cadres réglementaires, régulatifs ou autres, de régulation ou autres, pour à un moment ou un autre, limiter l'impact d'une course effrénée à l'audience. Et si je vous disais que le premier pays qui l'a fait, c'est aux États-Unis en 1920, sous la houlette, sous le poids des associations de consommateurs en radio, parce qu'ils se disaient il y a trop de publicité, il y a trop de messages qui visent à nous vendre des choses, finalement, vous seriez surpris, et pourtant, c'est ce qui a eu lieu. Donc, je crois que petit à petit, cette demande sociale qui est très forte de limitation de l'économie de l'attention va s'imposer. Une dernière chose, je crois beaucoup non pas à la transparence algorithmique, parce que je pense que d'abord, ça fait partie du secret des affaires, et deux, très peu d'entre nous ont la capacité d'analyser des algorithmes qui en plus changent 5 ou 6 fois par jour. Mais en revanche, je crois beaucoup à ce qu'on appelle aux États-Unis l'algorithmic accountability, c'est-à-dire le fait qu'on est responsable des effets des algorithmes qu'on propose dans ses propres plateformes. Et moi, je suis absolument persuadé que dans un mélange d'éthique, morale et j'allais dire d'intérêt général, à un moment ou à un autre, de la même façon qu'un fabricant d'aliments, quand il commercialise ses aliments en supermarché, est responsable des effets nocifs ou pas des aliments qu'il met en vente, je pense vraiment qu'on va arriver dans un cadre réglementaire et de régulation sur les effets algorithmiques qui permettront à un moment donné de limiter les effets du dark design ou autre. Et juste pour rebondir sur un point de Bruno, sur le fait, sur la cigarette et tout ça, et on commence à voir ça, par exemple, les fake news, c'est beaucoup plus les personnes âgées que les jeunes qui sont en train de grandir dans un monde où il y a
des sites parodiques où il y a des trolls, où il y a le Gorafi, où il y a plein de choses, ils tombent beaucoup moins dans le panneau. Et je pense le travail, que ce soit que vous faites, de vulgarisation, du raisonnement critique, de comment, ou les profs, il y a plein de profs qui sont en train de créer des cours sur comment vérifier des sources, comment faire ces choses. Aussi, ça a son rôle. C'est-à-dire, c'est un apprentissage. Il faut se rappeler que tout ça, c'est hyper récent. C'est comme si, en fait, on a créé la voiture et on a mis des voitures sous les maisons de tout le monde avant d'avoir un code de la route, avant d'avoir de ceinture de sécurité, avant d'avoir rien du tout. La voiture s'est développée progressivement. Internet, les réseaux sociaux, c'est bing. Oui, on est au début. On sait pas vraiment en fait encore comment on va gérer tout ça, mais on a espoir. Et moi, je pense vraiment, comme Bruno, je ne sais pas s'il y aura des espaces sans connexion, mais je vois de plus en plus, paradoxalement, les personnes qui ont grandi dans ce monde digital, qui ont beaucoup moins de problématiques que des personnes, que ce soit par exemple au cabinet, des personnes au-dessus de, je ne sais pas, à 45, 50 ans. Je ne suis pas tout jeune non plus, je suis à 40 ans, donc gèrent plus difficilement la navigation de cet espace, surtout maintenant avec le Covid. Je reçois beaucoup plus des vidéos de mon père qui me demande est-ce que ce truc, c'est vrai alors que c'est un truc qui ne veut rien dire, que de mon neveu. Et c'est normal. Mais ça, moi, j'entends les deux sons de cloche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent c'est les vieux qui diffusent le plus de fake news et les données disent vrai. Mais j'entends aussi des gens qui disent attention, ne pas croire que les digital natives ont naturellement une compréhension meilleure du numérique et qu'ils savent mieux distinguer le vrai du faux. Apparemment, ce n'est pas vrai non plus. Ils n'ont pas une meilleure compréhension. Ils sont juste un tout petit peu plus méfiants parce que derrière, il ne faut pas tomber dans un peu la cause unique. Ce n'est pas juste le design qui va jouer. Il y a aussi le raisonnement motivé. C'est-à-dire, si quelque chose confirme ce que je crois déjà, je vais automatiquement avoir moins de défense sur le truc. Si quelque chose rentre dans ma vision idéologique du monde, je vais avoir plus de chance. Et ça, indépendamment de l'âge. On confirme ce qu'on croit, on veut créer du sens à partir du monde. On a une sorte genre, c'est des expériences de Gazzaniga sur des patients split brain. Notre cerveau interprète, nous donne à créer de faux souvenirs s'il le faut, etc., pour conserver une sorte de cohérence de la réalité. Mais en tout cas, je ne sais pas, je donne souvent cet exemple parce que ce n'est pas gentil. Nadine Morano qui retweet genre 2 ou 3 fois le Gorafi jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'en fait le Gorafi, ce n'est pas un vrai site. C'est une boutin. Ouais. C'est un peu toujours les mêmes. On est dans une question un peu finale. On est dans un contexte bien particulier. On est en 2020, on est en confinement. Le Covid-19, c'est un événement hyper captogène. Je ne sais pas, j'ai inventé le mot, je ne sais pas si ça existe. C'est-à-dire qu'on ne parle que de ça. Dans quelle mesure est-ce que si l'économie était différente, on pourrait espérer être irrigué de davantage d'infos parce que là, on a une info au monde, quoi. Tout le reste a disparu et on n'a plus que ça. Est-ce que c'est la structure économique? Est-ce que c'est le fait que les plateformes aient tout centralisé alors que Internet aurait dû être multicentrique? Est-ce qu'il y a d'autres raisons au fait qu'on voit tout par le prisme, et je le fais là, malheureusement, par le prisme de cette épidémie? Donc, je ne sais pas, neurosciences, côté média, je pense que les deux sont intéressants. Je vais faire le côté peut-être psycho et après je laisse à Bruno le mot de la fin comme ça. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Le premier, c'est la nature de ce qui est en train de se passer, c'est que c'est un danger et on a une sorte d'hypervigilance quand il y a des choses qui sont dangereuses, le stress, etc. Deux, ça a causé un changement massif dans nos rythmes sociaux. En gros, il n'y a pas grand-chose de quoi parler d'autre parce qu'on est chez soi et du coup, on essaye autant qu'on peut. Trois, c'est un phénomène mondial et on est des animaux sociaux, donc il y a une sorte de partage d'expériences un peu partout. 4, il y a des enjeux économiques, donc il y a qu'est-ce qu'on va faire. 5, il y a l'incertitude. Je suis 2 boîtes pour voir l'impact du confinement sur l'appareil psychique et c'est souvent comment est-ce que je peux me projeter dans 2-3 jours. Donc il y a une sorte, on appelle tous ces facteurs, on appelle ça la salience. Il y a un facteur de salience très très important, de science peut-être en français. Il y a un facteur de science très important pour le Covid. Et donc, c'est normal qu'on en parle. Mais on commence à voir une sorte de fatigabilité du Covid. Il y a de plus en plus de personnes qui n'ont plus vraiment envie de parler de ça, qui n'ont plus envie de prendre la tête. Mais à chaque fois qu'il y aura un changement, donc là, on se rapproche de la date du déconfinement, chaque fois qu'il y aura un changement, ça va remonter en science. Et on voit ça sur beaucoup de choses qui sont nouvelles. C'est juste que d'habitude, ce n'est pas aussi dangereux, ça n'a pas autant un impact. Mais je ne sais pas, on a tous fait... Et ça n'a rien à voir juste avec les réseaux sociaux seulement. On a tous fait la Macarena pendant 2 mois et c'est passé, puis le Gangnam Style, etc. C'est juste que ça a un impact infiniment plus grand. Voilà. Donc, ça happe beaucoup plus les conversations. La captologie n'est pas en cause dans le fait qu'on soit tous captifs de cette narration-là. Non, je pense pas. Je pense en 1917, quand ils ont eu la peste espagnole, ça a bien capté leur attention. Ouais.
sans qu'ils aient nos outils. Juste pour finir, moi je vais rajouter puisque Albert a donné des notions de psychologie, moi je fais des notions on va dire, d'analyse média. En média, il y a deux choses qu'on appelle, enfin en journalisme en tout cas, il y a deux idées, deux concepts qu'on utilise, qui est celle de l'agenda, c'est-à-dire le thème dont on parle, donc l'agenda setting, et le gatekeeping, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on promeut dans cet agenda, qu'est-ce qu'on met en avant et qu'est-ce qu'on ne met pas en avant. Il est sûr qu'aujourd'hui, quand vous avez une structure aussi saillante, pour reprendre le terme d'Albert, l'agenda, il s'impose de lui-même. Donc là, c'est ni modèle économique ni autre, simplement, c'est le plus concernant et le plus proche en termes d'agenda. Vous savez vous savez peut-être pas d'ailleurs, mais on regarde, on mesure souvent par un indice de corrélation les thèmes qui sont utilisés par les médias et les thèmes qui sont présents, on va dire, dans la société, qu'on mesure via des sondages. Et quand il y a une grande proximité de ces deux thèmes, alors on considère qu'on a un système médiatique à peu près équilibré. Je ne dis pas que tout le monde est d'accord, hein. On peut avoir des opinions totalement divergentes sur le même thème. Ce n'est pas savoir quoi penser, mais ce sur quoi on est en train de penser. Et là, il est évident que dans un sujet comme ça, vous avez une adéquation totale entre ce qui concerne les gens en général et ce dont parlent les médias. Après, sur la hiérarchisation, aujourd'hui, ça démontre quand même le très grand bric-à-brac dans l'organisation des informations qui sont poussées effectivement par les univers sociaux. Moi, ça m'intéresse beaucoup en ce moment parce qu'ils essayent de se comporter comme éditeurs. C'est la première fois qu'ils acceptent à peu près de se dire on va mettre en avant les informations sur le Covid, on va supprimer les fausses informations sur le Covid, on va mettre en avant les choses, etc. Donc, c'est la première fois, alors qu'ils ont toujours refusé depuis leur création d'avoir une responsabilité étendue sur le contenu qu'ils mettaient en avant, en disant non, non, moi, je ne fais que relayer ce que relaient mes utilisateurs. C'est la première fois où ils essayent de maîtriser d'une certaine façon le contenu sur leur plateforme. Et on s'aperçoit de deux choses, à mon avis, pour terminer. La première chose, c'est que les algorithmes sont très peu performants pour en bien maîtriser un contenu, parce qu'un algorithme ne sait pas faire la différence entre un contenu parodique et un contenu sérieux, parce qu'un algorithme ne sait pas quelle va être la réception de la personne à un message donné. Donc, c'est très, très compliqué à faire. Donc, l'idée qu'il pourrait y avoir une solution technologique à tout ce dont on parlait est une vaste blague. Et la deuxième chose, dans l'effort qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils s'aperçoivent que c'est un effort, j'allais dire, tellement immense que même quand ils arrivent avec une longue liste de ce qu'ils sont en train de faire, on s'aperçoit que ça ne concerne que 1 ou 2% de ce qu'ils mettent en avant. Alors malheureusement, on n'avait qu'une heure ce soir et j'avais plein de questions. Il y a des questions dans le chat et c'est bien triste et ça vaudrait le coup d'en reparler un jour avec vous ou sur d'autres sujets. Juste pour, je souligne que Albert, tu as un livre qui s'appelle « Votre cerveau vous joue des tours ». Donc, sur les biais cognitifs, mais pas que, sur comment on pense plus ou moins bien. Bruno Patino, on a évoqué la civilisation du poisson rouge, qui parle également de ces questions-là. Et je vais peut-être en profiter, puisque quelqu'un dans les questions faisait allusion, même si je ne suis pas l'auteur, mais un programme sur Arte, enfin un programme, en tout cas des pastilles ou des programmes numériques sur Arte qui s'appellent Dopamine, et qui traitent de toute cette question-là et qui ont été faits avec l'aide de beaucoup de chercheurs sur justement les effets en termes de dopamine de la captologie. Je voulais en parler avec Albert, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de ça, mais si Albert veut rebondir là-dessus. Et je voulais vous demander juste un mot de la fin à l'un et à l'autre, parce que beaucoup de gens demandent des conseils. Donc, on a déjà évoqué ça, mais si vous aviez vraiment un conseil à donner sur comment se méfier, comment agir mieux, ou peut-être éventuellement des conseils aux gens qui prennent des décisions sur qu'est-ce qu'ils devraient faire. Albert? Donc pour l'individu, je pense que le mieux, c'est vraiment d'essayer d'avoir une sorte d'hygiène de vie, comme pour tout le reste. Genre, si je passe ma journée à juste lire dans un livre, c'est pas mieux. Donc, mais de comprendre que il y a plus d'éléments qui sont mis en place pour happer cette attention sur les outils digitaux. Et la meilleure chose, c'est de pas y aller, de sanctuariser son temps.
Et pour les décideurs, je pense qu'effectivement aussi, il ne faut pas juste mettre la responsabilité sur l'individu. On a besoin de voir comment est-ce qu'on va faire en tant que collectif, en tant que société, pour voir comment est-ce qu'on peut gérer tout ça. La algorithmic accountability dont tu as parlé, Bruno, est une piste. La protection des données personnelles est une autre piste. Et il y a plusieurs, je ne suis pas politicien, mais il y a plusieurs pistes qu'on devrait mettre en place d'un point de vue systémique pour ne pas juste tout le temps faire porter la responsabilité sur l'individu, parce que les armes ne sont pas égales. J'en profite pour rebondir sur ce que disait Bruno, le documentaire, Voilà. vraiment super. Par contre, l'hypothèse sur la sérotonine et la dopamine et tout ça, c'est pas super, mais on essaye de se battre contre. C'est un peu un mythe, le déséquilibre chimique du cerveau et que la dopamine, c'est le plaisir et tout ça. J'ai fait un article dessus. Eh ben, tant mieux pour le débat. On est ouvert, hein, mais et tant mieux. Moi, je ne peux être que rebondir sur ce qu'a dit Albert, c'est-à-dire je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit sur les deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y a un niveau évidemment individuel il faut arrêter de culpabiliser l'individu, je pense. Je pense qu'il faut arrêter de dire que tout ça est une question d'autodiscipline ou d'autorégulation. Je pense que le niveau collectif est important. Je pense que l'éducation est importante. Et juste pour rebondir sur ce qu'il a dit, je crois que c'est un sujet politique majeur, de politique publique majeure, et qu'on va devoir à un moment donné arrêter de le saucissonner. C'est-à-dire, je remarque que jusqu'à présent, les pouvoirs publics le saucissonnent. D'un côté, il y a le fisc, de l'autre côté, il y a la sécurité des données, de l'autre côté, il y a les fake news, et enfin, il y a les discours de haine. Je pense qu'à un moment donné, dans ces sociétés jeunes qui sont les grandes plateformes numériques sociales, on va devoir à un moment donné essayer d'arriver à bien déterminer cet objet, là, ce qu'ils ont la capacité de faire, les possibilités de les réguler aussi et en même temps de bien leur présenter profondément leurs responsabilités. Bon. Responsabilité, mot de la fin, ça me paraît bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je remercie encore une fois le Festival de Jeux Politiques et Thibaut et Isabelle. Et comme on est sur la tronche en biais plus ou moins, je vous donne rendez-vous parce qu'on fera un live le 13 mai avec Pauline Delahaye sur le véritable langage des oiseaux, donc sur l'éthologie, sur comment on interroge un animal dans son langage pour le comprendre, parce qu'on en est un petit peu loin, mais on se fait des idées. Donc, écoutez, prenez soin de vous, déconnectez-vous un tout petit peu, pas trop peut-être, mais au moins un peu. Et donc, hygiène de connexion, hygiène numérique, comment on pourrait l'appeler ? Voilà, pour une hygiène numérique. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.